Bonjour, bien, je voudrais que nous parlions aujourd'hui un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise et des routes de la soie. Alors cette médecine traditionnelle chinoise, Zhongyi, fait partie du patrimoine culturel de la Chine, évidemment, et elle fait l'objet d'une attention spécifique, hein, en tant que patrimoine culturel de la Chine, puisqu'il y a un projet politique qui vise à renforcer les accords, les conventions à l'international, avec tous les pays qui seraient intéressés par la réception, voire la promotion de la médecine traditionnelle chinoise sur leur territoire. Voilà, ça fait partie, cette stratégie de communication de la Chine autour de la médecine chinoise en particulier. Je ne vais parler que de ça, mais ça s'intègre dans un grand programme général qui est de renforcer le soft power culturel chinois. Alors, c'est pas un secret. Et puis je dirais, c'est de bonne guerre. Au XXe siècle, on a eu le soft power culturel américain avec tous ces films hollywoodiens qui ont bercé notre jeunesse. Bien, au XXIe siècle, on pourrait avoir un déferlement de produits culturels chinois dans le monde entier, conformément à ce discours du 30 décembre 2013, hein, pour ne donner qu'un exemple, mais il y en a plusieurs. On peut citer les discours des 24 février 2014, du 20 septembre 2013, etc., etc. Bien d'autres discours de Xi Jinping parlent de ce soft power à la chinoise. À Zhongguo, c'est Luan Shili, c'est le soft power. Hein. Voilà. Alors, ce soft power, aujourd'hui, il se diffuse matériellement, hein, de manière très concrète. Hein, c'est pas juste un vœu pieux comme ça, en l'air, d'admirer sur les télévisions chinoises la beauté de la tradition culturelle chinoise. C'est un projet culturel qui a pris la forme de ce qu'on appelle les routes de la soie. Les routes de la soie ne sont pas simplement un projet économique, mais en même temps aussi un projet culturel de promotion, de diffusion de cette culture chinoise, et pas simplement de ses produits industriels, mais aussi de sa culture. Donc, alors, vous trouvez ça dans Tranzhiguo Ligen, dans la gouvernance de la Chine, au chapitre 16 du tome 2, hein, Zujingyi da Yilu Guoji Hezuo. Donc, stimuler le projet des routes de la soie par des accords internationaux. Et je vois par exemple le premier discours dans ce chapitre concernant l'initiative Ceinture et Route. Hein, Ida Ilou, c'est traduit en français par Ceinture et Route. Si vous faites des recherches sur Internet, vous le trouverez parfois plutôt alors en anglais sous le terme OBOR, One Belt, One Road. Et alors le titre complet de cet article, de ce discours du 8 novembre 2014, c'est l'initiative Ceinture et Route, l'interconnectivité s'assimile et se complète. L'initiative, la ceinture et la route et l'interconnectivité s'assimilent et se complètent. Voilà, alors c'est un discours qui, comme son titre l'indique, parle d'interconnectivité, hein, mettre en relation, hein, c'est toujours ce thème, je dirais vraiment très, très profond, hein, dans la culture chinoise. J'insiste beaucoup là-dessus dans mes cours de linguistique, enfin d'apprentissage du chinois, sur la mise en relation, hein, le guanxi, hein, le fait de mettre en lien. Et vous savez d'ailleurs que c'est très amusant, mais je le fais remarquer aux élèves, hein, le mot de en chinois, de, c'est
une petite particule qui met en relation un objet avec son complément de nom, un groupe nominal avec sa subordonnée relative. Voilà, donc un mot très très employé, c'est même le mot le plus employé de la langue chinoise. Aujourd'hui, on peut le mesurer grâce aux ordinateurs qui permettent de compter très vite ce genre de choses. Donc, mettre en lien, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la pensée chinoise et comme vous le voyez, ça s'enracine dans les structures mêmes de sa langue. Voilà, là je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Donc il s'agit de créer du lien et pas forcément de la confrontation. Je le dis pour tous ceux qui voudraient sauter sur leur clavier et écrire sous cette vidéo toute une liste de menaces ou de mises en garde. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais la Chine n'est pas un pays impérialiste, bien qu'elle ait été un empire. Nous projetons beaucoup de nos propres fantasmes, hérités de notre propre histoire. Je vous rappelle que c'est l'Occident qui a colonisé le monde entre, disons, la fin du XVIIIe siècle, bon, depuis la Renaissance déjà, mais surtout au XVIIIe, XIXe, et il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que la décolonisation puisse enfin battre son plein. Bon, les Chinois n'ont jamais fait quelque chose d'équivalent, bien qu'ils aient été, souvenez-vous, lisez les économistes, les Chinois ont pourtant été, jusqu'au XVIIIe siècle, la première puissance économique mondiale. S'en sont-ils servis pour soumettre le reste du monde? Non. Donc, si vous lisez Xi Jinping de près, en tout cas, vous voyez, alors on peut pousser des cris d'orfraie et puis soupçonner sous les discours mielleux des intentions donc hypocrites, mais il va falloir faire une analyse de texte très serrée pour arriver à démontrer ça, une analyse des textes confrontés aux décisions et aux actes que la Chine pose réellement dans sa politique intérieure ou internationale, parce que c'est vraiment pas facile à démontrer. L'idée que la Chine puisse avoir des intentions hégémoniques au sens où nous l'entendons, nous. Alors ensuite, qu'elle ait pour objectif de soumettre la finance internationale et le capitalisme industriel et financier, ça c'est fort possible, mais c'est une autre histoire. Alors moi j'aurais voulu vous parler, on y reviendra bien sûr, parce que c'est l'un des objets essentiels de ma réflexion et de ce qui motive en réalité mon travail de thèse actuel. Puisque pour ceux qui nous prendraient, je dirais, au passage, et qui n'auraient pas vu d'autres vidéos de la Chine en question, bon, ben, sachez que voilà, je suis déjà docteur en philosophie, spécialiste de philosophie chinoise, mais je fais une deuxième thèse, 20 ans plus tard, en philosophie politique, sur Xi Jinping, et ce qu'on peut bien appeler, si vous voulez, le pouvoir absolu. Bon. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que ce pouvoir absolu, c'est pas bon, voilà, c'est pas un pouvoir totalitaire. Là, je crois que il faut éviter ce type de raccourcis qui n'ont aucune, alors qui malheureusement surabondant dans les médias. Je pense au Nouvel Obs, je pense même au Figaro. Voilà. Mais en philosophie politique, les mots ont un sens. Donc totalitarisme, ça correspond à un mode de gouvernance tout à fait particulier qui a été étudié par Hannah Arendt, pour ne citer qu'elle, qui me sert, en ce qui me concerne, de points de repère sur ce sujet, et la dictature à la chinoise, Zhongguo,
le socialisme à la chinoise, ou bien le c'est-à-dire la dictature démocratique populaire telle qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Constitution, l'article 1 de la Constitution chinoise, eh bien ça n'a rien à voir avec le totalitarisme. Voilà. Ne confondez pas dictature et totalitarisme, même si je sais bien que le mot dictature a aussi mauvaise presse chez nous, bon, mais pour des raisons que je reprendrai si vous voulez et qui méritent une herméneutique, hein, là aussi. Alors, en ce qui concerne le soft power à la chinoise, vous voyez, il passe en l'occurrence par la promotion, la publicité de cette médecine chinoise à l'international. Alors je trouve qu'il est vraiment très intéressant que dans cette Europe qui n'est plus qu'un immense morceau de gruyère avec des trous plus ou moins gros, eh bien la Chine se soit infiltrée, à partir du rachat du port du Pirée, à partir de la crise de 2007, vous vous souvenez de cette crise des subprimes, remarquez bien, hein, ce ne sont pas les Chinois qui sont venus faire des trous en Europe, c'est le capitalisme financier qui fait des trous dans la démocratie libérale occidentale. Hein. Les démocraties libérales, en accordant peut-être un peu trop de liberté, cette liberté à laquelle elles tiennent tant, ces démocraties libérales, se sont certainement tirées une balle dans le pied. Enfin, les Chinois sont venus à l'aide des Grecs. Alors ça ne nous plaît pas, ça ne plaît pas à Bruxelles, ça ne plaît pas à la France et à l'Allemagne, mais les Grecs ont été évidemment très contents de recevoir cette aide, achat du port du Pirée, et en l'occurrence, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est cette stratégie de partage, hein, disons bien le mot, de la médecine chinoise sur le sol européen, et puis symboliquement c'est très fort parce qu'on est en Grèce. La Grèce, c'est dans nos racines politiques l'origine, hein, c'est là que ça a été inventé. Et je trouve très intéressant que donc en 2016 a été créé le premier centre de Taiji Santé dans l'université West Attica, hein, donc dans la région d'Athènes. Les Chinois ont proposé, en collaboration avec l'université, ce projet qui a fait son chemin, qui a été poursuivi par des accords supplémentaires en 2017 et une convention a été finalement signée en 2018, donc pour l'intégration de la médecine chinoise et du Qigong médical en particulier dans cette université. Alors j'étais hier avec une délégation de Chinois, à l'université de médecine de Nice, qui est assez ouverte au dialogue. Alors il n'y a pas de convention signée, il n'y a pas d'accord, on est en France, mais on a parlé de ça, on a écouté ce long discours, et puis on a compris que les portes étaient ouvertes, en tout cas du côté chinois, et la main était tendue. Alors, comment ça va se passer ça? Je ne suis pas capable de le dire, bien sûr, mais c'est très intéressant de voir comment les Chinois s'y prennent pour communiquer, pour tendre des mains à des populations. Vous le savez, en France, il y a une mainmise de la médecine, hein, par l'ordre sur la médecine, par l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, c'est complètement verrouillé de ce côté-là, mais vous savez qu'il y a une forte adhésion populaire à toutes les techniques alternatives de santé. Et
il y aura un problème. Il y aura un problème en France tant que les élites ne tiendront pas compte, même, vous voyez, sur un sujet aussi spécialisé, tant que les élites ne tiendront pas compte des besoins de santé et justement de cette liberté que le peuple a besoin d'avoir, cette liberté de choisir la méthode de soins à laquelle il a recours, à armes égales, hein, je veux dire avec des systèmes de remboursement, de prise en compte par la sécurité sociale, eh bien, la situation sera difficile. Et finalement, on se retrouve dans une situation très, très, très amusante, je veux dire, tout à fait paradoxale, dans laquelle on voit la Chine intervenir sur le sol européen pour défendre une liberté de soins, d'accès à la santé qui est dans la Constitution européenne défendue, mais qui n'est pas appliquée en France. Voilà. Mais que les Grecs, eux, ont décidé d'appliquer, puisqu'ils ont ouvert leurs portes aux Chinois et signé cette convention de mars 2018 avec la Chine pour intégrer ces enseignements de médecine chinoise dans des universités de médecine. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est à réfléchir. Alors, j'ai trouvé aussi très intéressant, bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais je finis peut-être là-dessus, j'ai trouvé très intéressant dans la communication des Chinois, enfin de la directrice du centre, du service de Qigong médical qui est venu nous parler hier. J'ai trouvé très intéressant cette répétition à plusieurs reprises d'une référence à Hippocrate. Vous voyez, comme si finalement, enfin, une manière très, très, très habile de suggérer que finalement la biomédecine conventionnelle avait tordu le cou à Hippocrate. Tout était agencé dans ce discours de nos amis chinois pour nous faire entendre que finalement, en ouvrant la porte à la médecine chinoise, l'Occident avait aussi une opportunité de se relier enfin à ses propres racines, qui contiennent une immense sagesse, parce qu'effectivement, Hippocrate, c'est une médecine tout à fait intéressante. Alors, c'est pas la médecine scientifique, et elle n'est pas forcément contradictoire avec la médecine scientifique. Pourquoi opposer, au lieu de penser en termes de complémentarité, comme essaient par exemple de le faire les Chinois? Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant et je trouve qu'il y a vraiment... alors, on est dans un bateau qui prend l'eau, hein. L'Europe, c'est un immense bateau qui prend l'eau parce que vous voyez que lorsqu'on y réfléchit, considérer que... bon, la Grèce est sortie de l'Europe, que... Hippocrate n'est pas véritablement considéré comme... n'est pas considéré à sa juste valeur par la biomédecine occidentale. Vous voyez, les Chinois sont capables de mettre le doigt sur des problèmes et d'en tirer une opportunité. Alors une opportunité pour eux-mêmes, hein, soyons clairs, c'est sûr. Hein. Il s'agit de faire valoir leur culture à l'étranger. Mais finalement, d'une manière qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que philosophe, parce que je suis obligé de reconnaître que ça nous fait réfléchir sur les défaillances de la politique européenne, et ça nous oblige aussi, puisque je revenais sur cet exemple d'Hippocrate, ça nous oblige aussi à repenser notre rapport à notre tradition. Voilà, tout ce qui a eu lieu avant la Renaissance
en Europe n'est pas nécessairement à jeter à la poubelle, comme voudrait nous le faire croire une idéologie moderniste, hyper progressiste, qui considérerait que tout ce qui est nouveau est forcément mieux. Voilà. Je ne voudrais pas la faire plus longue, je vous ai donné quelques références livresques de la gouvernance de la Chine que vous pouvez lire, quelques noms aussi, vous pouvez aller vérifier sur Google par exemple ce qu'il en est, vous trouverez des articles en anglais, ce qu'il en est de ces conventions signées à l'université de médecine West Attica pour l'introduction de la médecine chinoise dans les cursus de formation officiels d'une université occidentale. La première, puisque vous savez qu'en France, on peut étudier la médecine chinoise, oui, dans des instituts privés. Voilà. Les médecins peuvent éventuellement faire des DU, en acupuncture, un petit peu spécialisé, une fois qu'ils ont, leur diplôme de doctorat en poche, ou même un petit peu avant si vous voulez, mais ils n'ont pas passé 4 ans ou 5 ans à assimiler le background de les fondamentaux, les connaissances de base de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ils font un petit peu ce qu'ils reprochent aux thérapeutes chinois, c'est-à-dire que c'est un petit peu léger, c'est ce qu'ils appellent du charlatanisme, eux, quand ils parlent des thérapeutes qui ne sont pas formés à l'université. Voilà, donc là, il y a un vrai problème, et ce problème, saluons nos amis grecs qui l'ont pris à bras-le-corps, et en attendant de faire mieux, remercions nos amis chinois de nous aider à mettre le doigt sur nos défaillances, sur nos lacunes, sur nos insuffisances, pour aider à les repenser. C'est pas en faisant l'autruche qu'on arrivera à surmonter tous ces problèmes, donc regardons-les de près. Je serais ravi de recevoir vos questions et de les partager. Vous savez que j'ai ouvert ici un club ouvert, gratuit, ad libitum, de philosophie politique, près d'Aix-en-Provence, et on s'y retrouve régulièrement. Si vous voulez avoir les informations, les dates, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous avez pris cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles réflexions.